Le troisième et le quatrième jour, notre sentiment d'invincibilité s'effiloche sérieusement. À force de perdre et de reprendre les heures suivantes, un python hanté par des esprits ne supportant pas à l'évidence la présence humaine, la raison abandonne peu à peu notre section. Nous ne savons plus pourquoi il faut reprendre le python, sachant que nous allons y être délogés aussitôt après par les Allemands. Nous ne pouvons plus prétendre, tant les pertes sont élevées dans nos rangs, nous acharner à défendre l'indéfendable. De plus, la prolongation des combats épuise nos munitions. Les affrontements se terminent à la baïonnette. Lors de la dernière confrontation, je n'ai dû mon salut qu'en dépossédant un mort de son fusil. Dans la soirée du 5e jour, il ne nous reste ni munitions ni nourriture. Nous ne pouvons plus, en manœuvrant dans un sens ou dans l'autre, nous replier pour la simple raison que nous ne savons pas où sont nos troupes. Nous ne pouvons pas avancer non plus au-devant de l'ennemi. Nous sommes à court de munitions. Après avoir ratissé tous les secteurs en quête de ravitaillement, nous nous regroupons à 8. C'est tout ce qu'il reste de notre section dans une fortification allemande. Dans notre groupe, il n'y a plus que 3 survivants. Le caporal chef, Barazini, Djilali le Mozabite et moi-même. Une hécatombe. Nous partageons les quelques boîtes de rations que nous avons pu récupérer ici et là, et essayons de prendre une décision. Nous avons perdu tout contact avec le reste de la compagnie. Nous n'avons à formuler que des incertitudes. Personne ne sait si nous allons recevoir des renforts, et si oui, quand et où. Nous avons appris depuis 2 jours que nos ennemis ont été relevés par de nouvelles unités. Nous l'avions remarqué à l'uniforme d'un mort allemand. Mais nous ne connaissons pas leur valeur ni leur nombre. Et pourtant, nous sommes dans l'obligation de faire quelque chose sous peine de mourir. Comme de coutume, c'est Djilali qui propose une solution. Nous ne sommes certains que d'une chose. Il y a un Black House devant nous. En dehors de ça, nous ne savons rien. Aussi, je propose de l'attaquer. Dans ce Black House, nous pouvons trouver de la nourriture et des armes. C'est une solution logique, dit le sergent-chef après un long silence. Mais je ne sais pas si elle est réaliste. Nous n'avons pas de fusil, pas de FM, pas de grenades, seulement des baïonnettes. C'est amplement suffisant, reprend Djilali, qui décidément est l'homme du dernier recours. Mettons-nous à la place des Allemands. Voilà bien des heures qu'ils n'ont pas attaqué. Certainement qu'eux aussi ont à déplorer de sérieuses pertes. Ils doivent se dire que nous sommes aussi mal en point qu'eux, c'est-à-dire que nous ne commettrons pas la folie d'attaquer une place forte. Et ils attendent sagement que la nuit passe en pensant qu'ils y verront plus clair demain. Et c'est justement cette nuit que nous devons attaquer, avant qu'ils ne reçoivent des renforts. Je ne sais pas d'où tu sors, mon gars, mais tu me plais bien. Soit. On fera comme tu l'as dit, répond le sergent. À 3 heures du matin, notre groupe part en rampant jusqu'à la position ennemie. Notre seule chance est de tuer les soldats allemands dans leur sommeil. Chacun d'entre nous s'est démuni de tout ce qui est susceptible de provoquer le moindre bruit. Le groupe se scinde en 2, l'un progresse sur la droite et le mien sur la gauche. Un faible brouillard, agité de temps à autre par le vent, est notre unique couverture. Il fait froid. Mes mains et mes pieds sont gelés. Pourtant, je sue à grosses gouttes. Nous passons sur quelques cadavres de soldats allemands. Et chaque fois, Djilali prend le soin de les fouiller. Encore heureux que l'un d'entre eux nous ait cette formidable présence d'esprit grâce à laquelle nous aurions peut-être pu trouver une arme. Si notre petit groupe arrive le premier devant le Black House allemand, c'est pour la simple raison que nous avons eu moins d'obstacles naturels à franchir. Maintenant, nous devons attendre nos camarades avant de nous lancer dans cette opération suicidaire. Quand le groupe du sergent a fait sa jonction avec le nôtre à l'arrière du blockhouse, nous n'avons toujours pas remarqué de signe particulier.
Nous supposons que tous les Allemands, y compris le soldat de garde, dorment à point fermé. Et Djilali ne s'appellerait pas Djilali si dans une situation inextricable, il n'avait pas toujours une idée lumineuse en réserve. S'ils dorment, il n'est peut-être pas nécessaire de les égorger, murmure-t-il. Le sergent le fixe droit dans les yeux avant de lui dire « Si je meurs cette nuit, je ne regretterai pas de t'avoir connu. » Djilali en tête, nous avançons précautionneusement jusqu'à l'entrée du blockhouse, puis nous nous précipitons à l'intérieur de la place forte. L'espace d'une seconde, nous avons pensé que l'endroit a été déserté par ses occupants. Tous les soldats sont émitouflés dans les couvertures et dorment profondément. Nous pointons les baïonnettes au-dessus de leur visage en leur criant de ne pas bouger. Les 6 hommes sursautent. Ils nous regardent ensuite en se demandant sans doute pourquoi nous venons les déranger dans leur sommeil. Tandis que quelques camarades se ruent sur leurs armes, les soldats allemands se lèvent en proférant ce qui doit être certainement des insultes dans leur langue. Le sergent leur ordonne de se mettre contre le mur. La fouille est rapide. Puis toute la nourriture et toutes les armes disponibles sont répertoriées. Sous l'œil ahuri des Allemands, nous ingurgitons sauvagement quantité de boîtes de conserve. À la fin du repas, je me mets à observer avec curiosité ces hommes qui, acharnés dans le combat, paraissent pourtant tellement inoffensifs. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils doivent encore moins comprendre que nous puissions être affamés à ce point. Et si nous avions pu leur expliquer sur le moment que nos armes ne sont pas chargées, je suis certain qu'ils se seraient rendormis, pensant à coup sûr avoir fait un mauvais rêve. « Les frères !» s'exclame à notre intention Barazini. « Il y a du porc dans les boîtes. »« C'est pas possible, lui dis-je. »« Si, mon frère, insiste-t-il, c'est écrit dessus. » Je cours dehors et j'essaie de vomir tout ce que j'ai mangé. « Laisse tomber, me dit Djilali. C'est ça ou mourir de faim. Et puis nous ne l'avons pas fait intentionnellement. Crois-moi, mon frère, Dieu ne peut nous en tenir rigueur. » Le caporal-chef nous rejoint et nous dit « Excusez-moi, mes frères, j'ai eu tort de parler. Si j'avais fermé ma grande gueule, personne ne s'en serait aperçu et ne vous aurait pas troublé. J'ai eu tort et je vous demande de me pardonner. » « Ce n'est pas de ta faute, lui répond Djilali. J'espère seulement que Dieu nous pardonnera. » Au petit matin, nous ne savons toujours pas ce que nous allons faire de nos prisonniers. Nous sommes vraiment très ennuyés. Les Allemands demeurent aussi immobiles que la statue équestre de la place d'Alger. Ils se sont assis par terre en se recouvrant d'une couverture et acceptant dignement leur sort. Aucun d'eux ne parle français, si bien que nous en sommes réduits à nous exprimer par gestes. On débat entre nous sur le fait de savoir si, par mesure de sécurité, nous devons les attacher ou pas. Mais personne ne veut en arriver à cette extrémité. Peut-être parce qu'ils nous inspirent de la pitié. Après tout, ils sont aussi malheureux que nous. Nous essayons de leur expliquer que nous les laissons libres de leur mouvement, à condition qu'ils ne tentent rien contre nous. Quant à trancher sur le fond du problème, quitter ce lieu ou nous maintenir, les avis sont partagés. En tentant de faire parler les Allemands afin d'obtenir des informations qui peuvent nous aider à choisir, nous nous heurtons au mur du silence. Ils sont muets comme les blockhaus. Finalement, le sergent tranche et décide que nous ne bougerons pas de notre position. Nous avons découvert un stock d'armes important, ainsi que de la nourriture en abondance, dont, fort heureusement pour moi, des boîtes de poissons. Nous pouvons donc tenir sans difficulté un siège de plusieurs jours. Dès le matin, avec les armes prises à l'ennemi, nous avons à défendre notre position contre une section allemande. L'affrontement dure toute la journée sans que quiconque ne cède du terrain. Nos adversaires n'ont tenté aucune action d'attaque en profondeur. Ils semblent se satisfaire parfaitement de cet échange sporadique de tirs à distance. Pendant toute la journée, nous avons l'impression qu'ils se contentent de marquer leur position
en excluant tout recours à leur diabolique offensive. Et la neige qui tombe en rafale n'explique pas entièrement cette absence de mordants au combat. En effet, aucun obstacle ne peut les arrêter quand ils sont décidés. C'est une aubaine pour nous, sinon ils nous auraient probablement taillés en pièces. À la tombée de la nuit, l'un de nos prisonniers se décide enfin à parler. Il s'exprime dans un français rudimentaire mais néanmoins compréhensible. Et le tableau du camp adverse dont il nous fait la description rend plus admissible la faible agressivité de nos adversaires du jour. Persuadés de nous avoir coupés de nos arrières, certaines sections allemandes n'ont pas voulu exploiter immédiatement cet avantage, préférant user nos positions de pointe par des opérations de contact rapprochées. Elles attendent le moment opportun avant d'engager une attaque décisive. À croire notre interlocuteur, toutes les sections de combat allemandes sont loin de posséder les qualités d'une réelle section d'assaut. Il justifie ce point de vue en nous expliquant la situation actuelle de son camp. Afin de contenir l'offensive française qui a surpris par son efficacité, l'état-major allemand a mobilisé toutes les unités stationnées à l'arrière, y compris des éléments du génie, et les a envoyés en première ligne. Si ce qu'il nous dit est exact, nous avons à faire face à des adversaires mal entraînés et donc, de ce fait, nettement moins efficaces au combat. Mais il est difficile d'interpréter correctement ces informations. Il peut tout aussi bien chercher à nous induire en erreur. Il est parfaitement concevable qu'il veuille nous pousser à commettre une action qui nous serait fatale. La guerre, c'est aussi la lutte contre l'intoxication. La tempête de neige qui s'abat dans notre secteur diminue notre marge de manœuvre, en même temps qu'elle nous aide à envisager la nuit sous de meilleurs auspices. Quant à nos prisonniers qui n'ont pas bougé d'un centimètre durant toute la journée, ils observent tous nos faits et gestes avec la curiosité d'un touriste en visite au fin fond de notre Afrique. Lorsqu'ils nous voient faire notre prière, il est évident que ce ne sont plus des soldats qui sont nos prisonniers. Le souffle coupé, ils s'étonnent longtemps sur les coutumes des Français. Ils pensaient trouver des catholiques et ils ont droit aux prières des musulmans. Le lendemain, toute idée de sortie est écartée car la neige a recouvert tout le paysage. De toute façon, il aurait fallu être complètement inconscient pour mettre les pieds dehors et affronter cette neige et ce froid. Nous espérons seulement que nos adversaires partagent notre bon sens. Pourtant, Barazini demande au sergent l'autorisation d'aller reconnaître les alentours. Vous y tenez vraiment, caporal-chef insiste le sergent. Absolument, sergent. Si je reste encore 1 heure dans ce trou, je vais me tuer. Pourquoi cela? Sergent, je n'ai pas l'habitude de vivre enfermé. Chez nous, à Boufarik, nous nous enfermons uniquement pour dormir. Sinon, nous sommes toujours dehors. Le soleil, l'air pur, les orangers, les citronniers. J'étouffe en pensant à mon pays, sergent. Vous me comprenez? Je croyais que votre pays, c'est la France, caporal-chef. Et Boufarik, c'est où? En Russie, peut-être? Voyons, caporal-chef, je plaisantais. Si vous trouvez un volontaire, vous pouvez faire votre inspection. Merci, chef. Vous m'accompagnez, les frères? Bien entendu, je lui réponds par solidarité. Nous partons avec vous, caporal-chef. Moi aussi, j'ai envie de prendre l'air, ajoute Djilali. La suite, demain à la même heure, vous pouvez vous abonner.